La qualité numéro 1 du SUV compact essayé cette semaine, son coffre, appelé Gigabox, et pour le coup il est véritablement gigantesque, de loin le meilleur de sa catégorie, mais cette seule qualité ne va pas suffire à percer évidemment dans la jungle actuelle des SUV compacts. A-t-il d'autres qualités? La réponse dans cet essai. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du Ford Puma dans sa nouvelle version 100% électrique, c'est la version Gen E. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Sorti en 2019 et restylé l'an dernier, le Ford Puma reprend le nom d'un sympathique petit coupé sorti, on s'en souvient, à la fin des années 90, des années 90. Mais là, évidemment, on est en 2025 et donc le Ford Puma est bien évidemment un SUV. Un SUV qui vit sa vie tranquillement dans l'ombre d'autres stars de la catégorie, mais qui reçoit aujourd'hui un coup de projecteur à l'occasion de la sortie de cette version 100% électrique baptisée Gen E, avec un coffre immense, mais sur papier en tout cas, ce n'est pas la seule de ses qualités. Alors quelles sont ses autres qualités mais également ses défauts? Pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez, ainsi que mon ressenti après une semaine à son volant, tout ça se trouve dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours, le premier trajet et ensuite le grand essai du cousin technique de celui qu'on a essayé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était chez Zeekr, le modèle 7X, un SUV évidemment beaucoup plus grand que celui qui se trouve derrière moi. Et là, ce sera un autre SUV chez Smart, le Hashtag 5. C'est la plus grande Smart jamais produite. Un SUV aux qualités bien réelles, sur papier en tout cas. Qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien, on verra tout ça ensemble la semaine prochaine. D'autres essais électrisants arrivent durant les semaines suivantes. L'agenda est un petit peu bousculé d'ailleurs. Je fais le point tout à l'heure avec vous à la fin de la vidéo. Extérieurement, le Ford Puma au niveau de sa ligne, il plaît toujours, même s'il est sorti en 2019, eh bien il reste aujourd'hui en Europe le modèle le plus vendu du constructeur américain. C'est donc que sa ligne restylée l'an dernier parvient toujours à séduire une clientèle assez large. Alors spécificité évidemment sur cette version 100% électrique qui du coup est reconnaissable au sein de la gamme Ford Puma, eh bien c'est cette calandre, la calandre pleine, sorte de bouclier qui rappelle l'avant de sa grande sœur, la Ford Mustang Mach-E. On a également un béquet qui est plus profilé à l'arrière pour favoriser l'écoulement de l'air et donc l'efficience, et puis des jantes plus aérodynamiques également. On est ici en présence de la finition supérieure premium. On a donc des jantes 18 pouces de série contre 17 en finition de base. Des jantes optionnelles de 19 pouces sont également disponibles en option sur cette finition premium, mais attention à l'augmentation de la consommation. On a également l'accès main libre et le haillon électrique sur cette finition premium, ainsi que de très beaux phares LED matriciels adaptatifs. Le toit vitré panoramique étant lui en option sur les deux finitions. Le jaune électrique est en option, c'est 350 € en Belgique. 5 autres couleurs sont disponibles, parmi lesquelles le blanc givré qui est la couleur sans supplément. Attention, d'autres couleurs sont beaucoup plus chères que ce jaune. Ça peut monter jusqu'à 850 € en Belgique pour les plus chers. Et vous, comment vous le trouvez ce Ford Puma Gen E? Est-ce que vous trouvez que sa ligne est toujours d'actualité aujourd'hui en 2025? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce Ford Puma Gen E, on a 2 finitions, mais une seule configuration technique avec un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui est situé sur le train avant, qui entraîne les roues avant. C'est donc une traction, une configuration qui n'empêche pas la présence d'un petit frunk. On verra ça dans la suite. Concernant le poids, on est sur 1563 kg pour cette version 100% électrique du Puma, et un peu plus évidemment si vous ajoutez des options. Concernant la charge tractable, la valeur est la même que la charge soit freinée ou non freinée, ce sera 750 kg. Elle est située sous le plancher entre les 4 roues. C'est la batterie haute tension qui équipe ce Ford Puma Gen E 100% électrique. Une batterie à la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Évidemment, la meilleure autonomie, vous l'obtiendrez avec la finition d'entrée de gamme. Ce sera 376 km, 376 km sur une seule charge en cycle mixte norme WLTP. Sur cette finition supérieure, la finition premium, ce sera une dizaine de kilomètres en moins, 364 km toujours en théorie, si vous gardez la configuration de base.
base, c'est-à-dire des jantes qui sont plus grandes, on l'a dit, que sur la finition d'entrée de gamme, c'est du 18 pouces ici. Par contre, si vous optez pour les jantes de 19 pouces disponibles en option sur cette finition, eh bien forcément, la consommation va augmenter encore un petit peu si vous ajoutez des équipements également, et donc l'autonomie fondra encore un petit peu, elle descendra sous les 364 km théoriques pour cette finition. Cela dit, attention, tout ça c'est la théorie. Qu'en est-il dans la pratique? Cette autonomie de 364 ou 376 km, elle va convenir déjà à pas mal de monde, donc chacun doit se poser la question, est-ce que pour moi c'est suffisant dans mes trajets du quotidien? Est-ce que j'ai besoin de plus ou pas? Parce qu'il est évident que l'autonomie proposée par cette voiture, c'est pas l'autonomie record dans la catégorie. Et puis surtout, en théorie, ce sont ces valeurs-là, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est réellement? Autrement dit, est-ce que cette voiture est efficiente? Ça, j'ai eu l'occasion de le tester durant cette semaine. Je vous en parle tout à l'heure donc, quand on sera sur la route. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche, et quand on ouvre la trappe, eh bien, deux bonnes nouvelles. La première, c'est que le connecteur de type 2 en partie supérieure, le connecteur pour la recharge du quotidien, connecteur relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Ce connecteur, il est directement accessible, il n'y a pas de petit cache à retirer chaque fois, et comme c'est le connecteur du quotidien, c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent, et donc c'est très bien qu'il soit directement accessible. Deuxième bonne nouvelle, la recharge sur le courant continu sur les gros superchargeurs. Lorsque vous effectuerez des longs trajets qui vont dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture, et bien là vous voyez il y a un petit cache à retirer, mais c'est un petit cache qui s'abaisse, c'est pas un cache en caoutchouc qu'on sait pas trop où mettre, comment replacer, etc. C'est très embêtant. Ici c'est vraiment super pratique. Le constructeur annonce 23 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Qu'en est-il dans la vraie vie, parce que ça c'est la théorie. Je l'ai testé pour vous cette semaine, regardez. Démarrage de la recharge à 10%, il est 13h54 et la voiture m'annonce quand même 14h37 pour atteindre les 80%. Donc ça, c'est pas terrible. On est bien loin des 23 minutes qui sont promises pour faire le 10-80. Voyons voir ce que ça va donner. Alors après seulement une bonne minute, la voiture s'est ravisée. Elle annonce maintenant 80% à 14h13. 13h54 plus 23 minutes. En théorie, on est donc à 14h17, sauf qu'à 14h17, on n'est pas à 80%, mais à 76, 76. Encore quelques minutes de patience puisque le système m'annonce ici 14h23 au final. Ça voudrait dire qu'il faudra 30 minutes dans ce cas-ci, ou plutôt 29 minutes. 29 minutes pour récupérer de 10 à 80%. Voilà, 80%, il est 14h19. La voiture aura donc mis 25 minutes au lieu de 23 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Bon, ça reste quand même une chouette performance. Alors, entre autres, dû au fait que la capacité de la batterie de cette voiture, elle n'est pas très élevée. On a plutôt une batterie de taille raisonnable dans cette voiture, ce qui fait que forcément pour remplir cette batterie, ça prend un petit peu moins de temps. Voilà, 23 minutes, 25 ici, certainement en partie en raison des températures extérieures. On va dire qu'on est relativement dans la norme et que c'est plutôt pas mal. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vont vous permettre de profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix, certainement si vous rechargez à la maison. Surfez donc sur le site internet de Luminus pour découvrir l'offre qui est proposée, luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je vous emmène aux places arrière. Y a-t-il de la place pour mon mètre 90, mon mètre 90? Eh bien, on verra ça dans un instant. Les places avant, le tableau de bord et puis bien sûr, je vous emmène sur la route et je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. On va s'intéresser maintenant à son argument numéro 1, c'est son volume de chargement. Alors, l'ouverture du haillon, elle est manuelle sur la finition d'entrée de gamme. Elle est électrique sur cette finition supérieure premium. Et à première vue, on voit un coffre qui est relativement classique. Jusque-là, rien de spécial. On a un petit cache-bagages qui est solidaire du haillon ici. On a une banquette arrière qui est fractionnable 60-40, c'est classique. On a un crochet à gauche, un crochet à droite pour éviter que les courses se promènent dans le coffre. Une prise 12 volts à droite et puis des petits crochets aux quatre coins. Un plancher du coffre positionné ici en position supérieure qui est un peu en dessous par rapport au seuil de chargement.
Alors, les choses sont un peu différentes. Une fois qu'on va commencer à manipuler ce plancher du coffre, on peut le descendre d'un étage et là, gagner du volume. On n'y est pas encore. Où sont-ils ces litres? Eh bien, ils sont en dessous. Si je retire maintenant le plancher du coffre, eh bien, on dévoile la Gigabox. Cette Gigabox, elle est véritablement gigantesque. Il s'agit d'un énorme espace. Alors, maximum 100 kg, ça c'est la seule contrainte. Pour le reste, si vous avez régulièrement à transporter des choses un petit peu sales, si vous faites de l'équitation par exemple, à les enfants qui vont chez les scouts, tout ça sera nettoyé extrêmement facilement avec un petit coup de tuyau. Franchement, c'est une super bonne idée de la part de Ford. Alors ça va pas forcément servir à tout le monde, mais ça servira à pas mal de personnes dans pas mal de situations. Ça, c'est vraiment bien. Pour loger le câble de recharge, ça se passe où? Eh bien, on l'a vu, ça se passe à l'avant. Malgré la configuration traction avec un moteur à l'avant, on a quand même un petit frunk sur ce Ford Puma Gen E, histoire de caser le câble de recharge, par exemple. Avant de passer à l'avant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Ford Puma Gen E, eh bien me voici installé à l'arrière. Bon, c'est pas la voiture dans laquelle j'ai le plus de place, certainement avec le siège avant réglé pour mon 1,90 m. Si l'espace à l'arrière est important pour vous, allez faire un essai en concession, installez-vous en famille et voyez si vous êtes à l'aise. 1,90 m devant et derrière, c'est un peu juste, avec les pieds que j'ai un peu de mal à glisser sous le siège, mais ça passe, et puis les genoux qui sont de part et d'autre du siège avant. Autant vous dire que 2 comme ça derrière, ça va être un peu compliqué. 3, ça va carrément être impossible. Notez qu'il n'y a pas d'accoudoir central ici à l'arrière. On a un tout petit tunnel central, mais pas grand chose. Cela dit, l'espace entre les sièges à l'avant et la banquette arrière est pas énorme non plus, certainement s'il y a des personnes assez grandes à l'avant. Donc ça risque d'être pour certains un petit peu compliqué, raison pour laquelle je vous invite à aller faire un petit essai en concession. Concernant la connectique ici à l'arrière, on a 2 prises USB-C et une prise 12 volts. Ça, c'est plutôt pas mal. On a un grand toit vitré ici avec double vélum manuel. C'est une option évidemment. Quoi d'autre? Toujours au rayon des aspects pratiques, eh bien les poches aumônières évidemment à l'arrière des sièges avant. C'est à peu près tout. Je vous propose maintenant de passer à l'avant. Quand on s'installe au volant de ce Ford Puma Gen E, il y a du bon et puis du moins bon également. Le bon, ce sont les sièges sur lesquels on reviendra sur la route, les parties moussées également en simili-cuir sur la planche de bord et puis les portières, et globalement la partie haute de la planche de bord qui est plutôt agréable à regarder. Le moins bon se situe principalement en partie basse avec une surabondance de plastique dur et de plastique brillant qui font un peu cheap. La console entre les sièges me fait penser à ce qu'on retrouve chez Volkswagen dans l'ID4 ou l'ID3, pas vraiment des modèles en matière de qualité perçue. Les assemblages par contre sont très bien réalisés, rien à dire sur ce point. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Est-ce qu'il vous plaît? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord: sur la portière conducteur, on va retrouver en partie supérieure la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire la poignée de fermeture, les vitres et rétroviseurs électriques rabattables à la demande, ainsi que le verrouillage centralisé. En partie basse, le vide-poche dont la finition est assez basique, il n'y a pas de feutrine ou d'antidérapant. Un vide-poche qui rejoint à son extrémité avant le déverrouillage du capot. Sur le tableau de bord à gauche du volant, la gestion des éclairages. Sur le volant qui est à réglage manuel à gauche, la gestion du régulateur limiteur de vitesse. On a sur cette voiture d'essai la conduite assistée, c'est une option qui ajoute le centrage sur la voie de circulation. On retrouve également à gauche la gestion du volume et la commande vocale. À droite, le téléphone, les plages ou stations précédentes et suivantes et la gestion du menu qui apparaît dans l'écran instrument. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants et les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'à droite le sélecteur de vitesse. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 12,8 pouces. Concernant les informations affichées par le système d'infodivertissement, on peut gérer tout ça à partir ici de la partie de droite du volant. Alors il y a un menu qui est directement accessible, on appuie ici et il apparaît, il s'agit en l'occurrence ici, l'ordinateur de bord 1, mais on peut faire apparaître à cet endroit absolument ce qu'on veut. Tout ça se passe évidemment dans les menus. Alors ici, retour arrière, voilà pour faire disparaître. Si j'appuie ici, je vais avoir droit au menu par défaut. Vous voyez qu'ici c'est My View qui est en tête. Alors avec My View, si je rentre dans le menu, je vais pouvoir choisir ce que je vais avoir. Là, c'était donc ordinateur de bord 1. Lorsque j'appuie simplement, sans rentrer dans le menu, sur OK, je peux choisir d'avoir la navigation également, d'avoir les infos concernant ce trajet ou encore la pression des pneus. On peut configurer le My View également pour savoir quelles sont les informations qu'on souhaite ou pas afficher.
je reviens en arrière, je reviens une nouvelle fois en arrière. Les autres informations disponibles dans ce menu, c'est trajet, économie d'énergie, informations sur le statut de la voiture, entretien du véhicule, l'ordinateur de bord, la fonction audio. Si je rentre dans la fonction audio par exemple, eh bien j'aurai les présélections, FM, DAB, radio player également, et puis CarPlay. Voilà, tout ça accessible depuis le volant, c'est assez sympa. La navigation également, le téléphone, et puis les réglages. Si je vais dans les réglages, je vais d'ailleurs pouvoir choisir les réglages en fonction du thème. Là, le thème, en l'occurrence, on a pris le thème bleu. On peut choisir le thème vert également, ou le thème cuivré, ou bien changer avec le mode de conduite. On va laisser le mode bleu, le thème bleu par défaut. On peut également avoir accès ici au réglage du véhicule avec l'historique de conduite véhicule électrique, ou bien, si je reviens, et bien sur affichage, on peut régler les indications, indications pas à pas, guide de freinage ou encore indication de vitesse en miles par heure. On ne va pas choisir ça évidemment. Je reviens en arrière, une nouvelle fois en arrière et on revient sur le menu principal. Et si je reviens une dernière fois en arrière, eh bien j'efface ce menu et donc si j'appuie sur OK, j'ai par défaut ici l'ordinateur de bord 1. Alors pas par défaut justement, mais parce que je l'ai choisi et je peux encore, si je le souhaite, eh bien descendre pour avoir ordinateur de bord 2 et ce trajet. Tout ça facilement accessible via les boutons sur le volant. Franchement, il y a énormément d'infos qui sont disponibles via ce menu. Je le trouve hyper pratique au quotidien. Pas d'affichage tête haute sur ce modèle, mais s'agissant d'un SUV urbain, ce n'est sans doute pas indispensable. Au centre de la console centrale, sous la barre son Bang & Olufsen qui est présente sur cette finition, sous les aérateurs centraux également et les feux de détresse qu'on retrouve entre les deux, eh bien on retrouve l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 12 pouces. On y revient dans la suite. Plus bas la commande de volume avec fonction mute quand on appuie dessus et plus à droite les modes de conduite normal, éco, sport et faible adhérence et dans le même menu l'activation, désactivation de la conduite à une pédale et du son de propulsion. Ce sont donc des fonctions relativement accessibles, c'est une bonne chose. Si vous n'aimez pas la conduite à une pédale ou le son de propulsion dans certaines situations de conduite, mais pas tout le temps, eh bien vous pouvez y accéder relativement facilement. Ensuite, un emplacement de recharge par induction à gauche et à droite ainsi que plus en arrière, un petit vide-poche. Notez que ces surfaces sont bien recouvertes d'un matériau antidérapant, un tapis antidérapant qu'on peut d'ailleurs retirer facilement, pratique pour le nettoyer. Plus en arrière, les deux porte-gobelets et sous l'accoudoir qui est coulissant, un petit vide-poche amovible en partie supérieure et un espace de rangement pas très grand juste en dessous. Face aux passagers enfin, la boîte à gants de contenance très correcte. Je vous propose une petite démo du système de caméra à 360 degrés qui est en option dans le pack Driver Assistance de série. C'est une caméra de recul. Alors pour appeler les caméras, je passe la marche arrière. Alors voilà ce que ça donne. On a tout d'abord une vue ici assez classique avec le petit guide, les petites lignes de guide. Si j'appuie ici, on a la vue de proximité. Ça c'est vraiment très très bien. Certainement compte tenu d'un petit bémol observé sur cette voiture. J'en parlerai sur la route dans un instant. Ici on peut ou pas activer, désactiver les bips des capteurs de proximité. Ici on revient sur la vue globale. Ici on a une vue élargie. Si je reviens ici, si je rappelle le menu, ici, je reviens sur la vue par défaut, avec ici à droite la vue à 360 degrés. C'est franchement extrêmement pratique. Et on peut, si on le souhaite, zoomer pour avoir d'autres menus disponibles, notamment une vue de chacun des coins. Voilà, ici c'est l'avant gauche. On peut faire sur l'arrière droit également. Ici, une vue bien pratique. On vient de l'entreapercevoir. Eh bien, c'est une vue avec les traces des pneus qui sont simulées, pratiques si vous devez reculer sur des dalles engazonnées, 2 lignes de dalles engazonnées. C'est le cas chez moi par exemple. Eh bien, cette vue est vraiment très très pratique. On peut le faire vers l'avant également. Ensuite, eh bien, si je rappuie ici, je reviens sur la vue de base et je trouve ça vraiment sympa. Un système qui fonctionne vraiment bien, système de caméra à 360 degrés. Si vous êtes régulièrement amené à circuler dans des lieux spécifiquement étroits, c'est franchement une option à choisir. Si c'est jamais le cas, si vous n'en avez que faire de ce système de caméra, vous pouvez tout à fait vous en passer. Par défaut, ce sera une caméra de recul simple, ce qui pour certains peut convenir évidemment.
Voilà pour le système de caméra à 360 degrés et globalement pour la description complète de ce tableau de bord. On va maintenant s'intéresser plus spécifiquement au système d'infodivertissement. Allez, avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de ce Ford Puma Gen E, on va s'intéresser à ce système d'infodivertissement. C'est Ford Sync 4, dernière évolution du système de Ford, avec ici l'heure en haut à gauche. On a le petit bouton maison qui vous emmène sur cette page avec plusieurs widgets. Ici le widget navigation, le widget audio, ici l'appareil Apple CarPlay en l'occurrence ici qui est connecté, les réglages, les fonctions, les applis. En partie inférieure, vous le voyez, une bande toujours disponible avec de part et d'autre les sièges chauffants. Ici on a la température disponible, réglage de température, réglage de soufflerie également, et puis réglage du volant chauffant, etc., etc. On peut également, en appuyant ici, avoir le menu complet de climatisation qu'on peut faire redescendre tout simplement en appuyant ici. Alors, les réglages, qu'est-ce qu'on a dans les réglages? Eh bien, réglage radio, liste des téléphones, navigation, son, véhicule, horloge générale, affichage, un petit swipe à droite. On a encore d'autres options qui sont disponibles. Et puis ici, voilà, on peut agrandir, si on le souhaite, ce qui se trouve à droite. En l'occurrence, on avait à droite, donc à gauche la partie audio et à droite la navigation. Et bien là, on peut véritablement faire passer les informations d'un côté à l'autre. Alors ça demande un petit peu d'habitude, mais là on vient de faire passer la navigation à gauche. Si je veux faire passer maintenant la radio à gauche, hop, j'appuie ici, j'ai la radio ici. La navigation maintenant se trouve à droite. Si je fais un petit swipe, alors le petit swipe n'est pas toujours très efficace, c'est pas toujours super réactif. Malheureusement, je dirais, ici parfois les petits swipes ne fonctionnent pas. Vous voyez, ici, voilà, il faut y aller vraiment fort pour que ça fonctionne et c'est un petit peu dommage. Je dirais que parfois ça campe un petit peu, le tactile est pas toujours au top du top. Alors globalement ça va, mais j'ai eu quelques blagues à certains moments. C'est vrai qu'on s'agace un petit peu parce que ce n'est pas aussi fluide qu'on le souhaite. Voilà, là ça fonctionne en l'occurrence, mais vous voyez là non. Voilà, je dois le faire 3 fois et là ça ne veut pas venir. Là ça finit par venir. Voilà, je comprends pas bien pourquoi. Ici sur certains de ces menus, comme ici par exemple à droite et à gauche, vous avez encore des petites flèches qui vont vous permettre de naviguer dans les informations. Donc c'est pas mal fait en termes de présentation, mais ça manque peut-être un petit peu de réactivité, notamment au niveau du tactile de l'écran, et ça c'est un peu dommage. Si on veut revenir systématiquement sur Apple CarPlay ou Android Auto, il y a chaque fois la petite icône qui se trouve ici, qui va permettre de basculer facilement. Et voici ce que ça donne en termes d'intégration par rapport justement à Apple CarPlay. Si vous utilisez Waze, eh bien ce sera plutôt bien intégré, puisque ça n'occupe pas tout l'écran, mais une part de l'écran qui est assez significative, mais qui laisse tout de même la place à d'autres informations, notamment ici en partie de droite. Si on le souhaite, on peut continuer à avoir des informations comme la radio par exemple, ce qui est plutôt pas mal. Dans tous les cas, si vous voulez revenir en arrière, hop, sur l'écran principal, ce sera ici. Voilà, donc ça demande un petit peu d'habitude, mais avec un peu d'habitude, je pense qu'on s'y fait. Et puis globalement, reste juste le petit couac lié à l'écran tactile, au fait que ce soit un petit peu lent à certains moments. La batterie est à peu près à la moitié de sa capacité. On va donc se diriger vers Marseille. Vous voyez, c'est pas très rapide à certains moments, je l'ai dit. Recherche, Marseille, Bouches-du-Rhône. Voilà. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'elle va me proposer? Des bornes de recharge sont en cours d'ajout sur l'arrêt. Elle le fait automatiquement, c'est déjà ça. C'est pas le cas sur toutes les voitures, on le sait bien. Ici, 6 bornes de recharge arrivées à 2h26 du matin. On peut étendre ici pour éjecter le menu à droite et avoir du plein écran, c'est bien également. Ici, on a le trajet, voilà, avec la zone initiale accessible et puis les différents arrêts qui sont notés. Vous voyez qu'on a la météo également. Si j'appuie sur un des arrêts, est-ce que j'ai une information? Oui, j'ai des informations sur la station, en l'occurrence ici. Ultra rapide, réseau Ford, plug and charge, réseau de recharge, les connecteurs, combien sont disponibles, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Voilà. Bon, ça a l'air de faire le boulot. Ah oui, je peux passer en revue toutes les stations. Total 35 minutes pour 65%, 30 minutes pour 59%, 30 minutes pour 60%. Donc j'ai vraiment toutes les infos. Ici, Electra par exemple, je peux cliquer, 6 bornes sur 6 disponibles. J'ai le tarif également. Réseau Ford Plug and Charge, j'ai vraiment toutes les informations qui sont disponibles. Voilà, je trouve ce système assez bien fait, même si un système basé sur Android Automotive serait forcément plus performant. Je trouve ça vraiment, je trouve ça pas mal. Allez, on revient ici sur l'écran par défaut et on va maintenant prendre la route et je vous livre mes impressions après une semaine au volant.
Pour démarrer, pression obligatoire sur le bouton Start, ici à gauche de l'écran d'infodivertissement. Dommage, on s'en serait bien passé parce que pour le reste, c'est plutôt ergonomique avec une alerte de survitesse, en général la plus agaçante, qui peut être coupée via un appui long sur le bouton LIM ici à gauche sur le volant, le bouton du limiteur de vitesse. Dès les premiers tours de roue, la puissance est là, largement suffisante. Le confort est lui aussi immédiatement perceptible. Et le confort, on le doit au réglage équilibré des suspensions, mais également au très bon siège qui offre un compromis confort-maintien qui est vraiment convaincant. Les deux sièges avant sont un réglage manuel dans 4 directions avec soutien lombaire réglable également. Si vous êtes plusieurs à utiliser la voiture, alors l'absence de réglage électrique avec mémoire pourra peut-être vous gêner, mais pour le reste, franchement, ils font très bien leur travail. De série, pas mal d'aides à la conduite sont proposées, parmi lesquelles le régulateur de vitesse adaptatif ou encore l'aide au maintien dans la voie. En option, vous pourrez opter pour un pack qui ajoutera le centrage sur la voie de circulation et donc la conduite assistée, l'adaptation également de la vitesse aux limitations rencontrées, l'avertisseur d'angle mort et l'avertisseur de trafic arrière. C'est également dans ce pack qu'on va retrouver la caméra 360. Cette voiture est donc équipée de ce pack et l'ensemble fonctionne vraiment bien. En conduite assistée, le centrage est très bon, les adaptations de la vitesse sont très douces, rien à dire, ça fonctionne. Avec 168 chevaux sous la pédale de droite pour un peu plus d'1,5 tonne sur la balance, un poids relativement contenu pour une voiture électrique obtenu grâce à une batterie de capacité raisonnable, on n'est pas dans la surenchère. Grâce à ça, le Puma Gen E propose quelque chose de très homogène, c'est vif, le comportement est très sain, très sécurisant, le train avant n'est pas dépassé par l'arrivée de la puissance et pourtant elle est bien là. La valeur obtenue pour le 0 à 100, 8 secondes est d'ailleurs à peine supérieure de 6 dixièmes de seconde seulement à celle obtenue sur une version ST du Puma, la version la plus sportive en thermique. Cette version Gen E est donc assurément la plus silencieuse de la gamme, mais certainement pas la plus sage. En parlant de bruit, ou plutôt d'absence de bruit justement, qu'en est-il de la gestion des bruits, bruit aérodynamique et bruit de roulement? Alors c'est globalement pas mal, même si c'est pas la voiture la plus silencieuse de sa catégorie, mais rien de grave et c'est de toute façon mieux qu'une version thermique. Je le disais lors de la vidéo premier trajet, on observe une certaine résonance par rapport à la Gigabox à l'arrière, cet immense coffre, un grand espace vide en plastique, donc forcément ça résonne parfois un petit peu, mais rien de grave franchement. Concernant le système sonore, ce sera du basique, 6 haut-parleurs de série sur la version d'entrée de gamme. La finition supérieure a droit, elle, à un système Bang & Olufsen plus haut de gamme à 10 haut-parleurs avec barre de son face au conducteur, un son qui est très correct d'ailleurs. Cet équipement fait bien son travail. On retrouve aussi un petit peu, et ça c'est mignon, une configuration du passé. Quand on est comme ici dans la partie radio, vous le voyez, en partie inférieure, on a les favoris qui se trouvent ici comme des touches. Dans le temps, c'était des touches sur le tableau de bord. C'était tellement facile en termes d'agrément, en termes de fluidité dans les mouvements, c'était vraiment bien en termes d'ergonomie. Là, on a remplacé ça par des petites touches sur l'écran, mais voilà, il y a un petit côté nostalgique que j'aime bien dans cette disposition. 10,5 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par ce Puma Gen E. Alors j'ai eu pas mal l'occasion de fréquenter des centres urbains et des parkings étroits durant cette semaine d'essai. À aucun moment je n'ai pesté au moment de manœuvrer. On a donc ici un SUV urbain qui se sent dans son élément en ville, dans les endroits pas forcément accessibles. Et comme à chaque fois, la caméra 360 est une aide précieuse au moment de manœuvrer, de circuler en ville. Si vous êtes souvent en milieu urbain, le pack qui la contient risque bien de s'imposer. Par défaut, en mode D, le Puma Gen E récupère peu l'énergie au lever de pied de l'accélérateur. Si vous souhaitez augmenter ponctuellement cette récupération, sans toutefois aller chercher la conduite à une pédale, vous pouvez activer le mode L à l'aide du sélecteur de vitesse. Si par contre, comme moi, vous aimez la conduite à une pédale que cette voiture propose, vous pouvez activer cette fonction qui reste en mémoire d'un trajet à l'autre via le menu des modes de conduite. Cette conduite à une pédale, elle fonctionne vraiment bien. Au lever de pied de l'accélérateur, la voiture propose une récupération qui est très importante. Si vous le souhaitez, en fonction de comment vous levez le pied, évidemment, plus ou moins fort. Et vous pourrez donc d'une part vous passer de la pédale de frein dans quasi toutes les situations et d'autre part aller jusqu'à l'arrêt complet. Un petit bémol tout de même, la combinaison conduite à une pédale auto-hold, donc le fait que la voiture se maintienne à l'arrêt, ne rampe pas si vous lâchez le frein. Cette configuration, cette combinaison engendre des redémarrages un petit peu brutaux qui ne facilitent pas la précision dans les manœuvres effectuées dans des endroits qui sont vraiment exigus, mais c'est franchement le seul petit bémol en matière de freinage et de récupération
d'informations sur cette voiture. Deux séries sur la finition d'entrée de gamme, le Puma Gen E se dote de phares LED à allumage automatique et basculement automatique feu de route, feu de croisement. Sur cette finition supérieure, on est un cran au-dessus avec des phares matriciels adaptatifs qui vont vous permettre d'avoir le meilleur éclairage possible en toutes circonstances, en allumant les feux de route quand le niveau de luminosité le justifie et en éteignant simplement une partie du faisceau lumineux quand c'est nécessaire, c'est-à-dire pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez, les autres zones restant parfaitement éclairées. Un plus pour la sécurité. Regardez ce que ça donne. Pas d'appel de phare réprobateur cette semaine. On a donc un système qui est bien calibré et donc très utile au quotidien, surtout si vous habitez dans des zones pas forcément bien éclairées. L'autonomie théorique de cette voiture, jusqu'à 364 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette finition premium. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine, il a fait entre 10 et 30 degrés, un nouveau grand écart. J'ai parcouru au total cette semaine près de 650 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute, me concernant, je vous le rappelle, en tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 14 kWh au 100. C'est une valeur qui est très raisonnable, compte tenu des trajets essentiellement autoroutiers qui sont les miens. Cette valeur, elle va me permettre de parcourir aux alentours de 300 km avec une recharge à 100%, ce qui est très bien, largement suffisant pour le quotidien. Et sur plus long trajet, on l'a vu, le temps pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie, il est loin d'être délirant. On a donc ici un véhicule électrique vraiment homogène, polyvalent et donc pratique au quotidien en toutes circonstances. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Alors cet exemplaire d'essai est une finition premium en Belgique, prix de départ 38 000 €. Les options dont cette voiture d'essai est équipée sont les suivantes, à savoir la peinture jaune électrique 350 €, le toit ouvrant panoramique 990 €, le pack Driver Assistance avec entre autres la caméra 360 1210 € et le pack hiver 575 €. Prix total de cette voiture en Belgique 41 125 €. Surfez sur le site internet de Ford qui correspond à votre pays, configurez votre Ford Puma Gen E idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises et pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel qu'on connaît depuis un certain temps. Pour les particuliers, c'est plus récent, c'est le private lease avec les mêmes avantages. Alors pas la déductibilité, bien sûr spécifique aux entreprises, non, mais deux avantages principaux tout de même. Le premier, c'est que tout est inclus dans la formule de leasing. Vous payez une mensualité qui est la même du premier au dernier mois et tout est inclus, à savoir la mise à disposition de la voiture, mais également tous les frais comme l'assurance, les entretiens par exemple, les taxes ou encore par exemple le remplacement des pneus. Ça, c'est un avantage qui est majeur au niveau de la gestion de votre budget. Deuxième avantage, c'est que la valeur résiduelle, autrement dit combien vaudra cette voiture dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans, eh bien vous n'en avez rien à faire, ce n'est pas votre problème, c'est celui de la société de leasing, ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est bien la société de leasing. Pour ces deux avantages au moins, et découvrir toutes les offres proposées par Arval, surfez sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays, demandez une offre, ça n'engage à rien. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple. Eh bien dans ce cas-là, rendez-vous sur Autoscout24. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe et sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement. Alors bien sûr des voitures d'occasion, des voitures récentes, des véhicules électriques de plus en plus d'ailleurs. Il y a très belles offres et de très belles affaires à faire sur Autoscout24 en ce moment concernant précisément les véhicules électriques. Sur Autoscout24, vous allez pouvoir faire reprendre également votre véhicule actuel aussi facilement que la recherche de votre prochain véhicule. Là, au lieu de rentrer des critères de ce que vous souhaitez, eh bien vous rentrez les caractéristiques de votre voiture actuelle et vous recevez en retour une offre de reprise. Autoscout24, c'est également l'application Autoscout24 qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au creux de votre main, dans votre poche, sur votre smartphone. L'application est entièrement gratuite et disponible sur toutes les plateformes, autrement dit l'App Store d'Apple et le Play Store de Google. Et puis sur Autoscout24, le site internet, il y a également une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique. Pour toutes ces bonnes raisons, rendez-vous sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France et n'oubliez pas de télécharger l'application.
En conclusion, il se fait sans doute moins remarquer que certains autres concurrents qui occupent l'espace médiatique à grand renfort de campagnes publicitaires. Et pourtant, ce Ford Puma Gen E, il a tout pour plaire. Ou presque. Citons sa qualité principale, son coffre, sa Gigabox qui peut accueillir jusqu'à 574 litres de volume de chargement et sur un format comme celui-là, c'est tout bonnement incroyable. Si le modèle date de 2019, cette nouvelle et inédite version 100% électrique n'est pourtant pas en reste avec des technologies bien d'aujourd'hui et une belle homogénéité. On a un coffre gigantesque, on l'a dit, du confort, des performances tout à fait suffisantes, un agrément de conduite bien réel, un vrai système de conduite à une pédale, une consommation relativement mesurée, des aides à la conduite qui fonctionnent bien et un bip de survitesse facile à couper. C'est la cerise sur le gâteau. Bref, pas de réel défaut donc pour ce Puma Gen E qui n'est pas loin de réaliser un sans faute. On regrettera une surabondance de plastique dur et de piano black dans l'habitacle, un système d'infodivertissement pas toujours très intuitif. Ce Puma Gen E avec Android Automotive, franchement, ce serait une tuerie. Et puis un calibrage du passage entre l'arrêt via le auto hold et la conduite à basse vitesse avec la conduite à une pédale activée qui manque un petit peu de douceur, ce qui peut être gênant dans les espaces exigus. À part ça, franchement, ce Ford Puma Gen E, je vous le recommande les yeux fermés. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, on l'a dit, ce sera le Smart Hashtag 5, SUV cousin technique de celui essayé la semaine dernière chez Zeekr, le 7X. Ensuite, un autre SUV, plus petit celui-là. On sera sur un SUV compact, un modèle, un format très en vogue. C'est chez BYD, le BYD Atto 2. On ira ensuite chez Skoda avec un modèle qui cartonne, restylé. Il arrive donc dans une version améliorée, c'est le Skoda Enyaq. Et puis chez BMW également. Dans quelques semaines, je prendrai le volant du gros BMW iX qui lui aussi a été restylé. Tout ça et bien plus encore, ça arrive sur Charging Station dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. N'hésitez pas à partager les essais de Charging Station, ça aide à faire grandir la chaîne. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. Merci en tout cas de votre fidélité. Et à bientôt.